bonjour à tous. Bonjour, merci à ceux qui ont pu nous rejoindre dans des conditions assez compliquées en termes de circulation en raison de la présence du président Biden pour la commémoration des cérémonies. Merci beaucoup et merci aussi à ceux qui se connectent parce qu'ils ont anticipé les difficultés de la circulation, les embarras de Paris, comme on disait au XIXe siècle. Même au XVIIIe siècle, absolument, ça n'a pas changé vraiment. Voilà, donc aujourd'hui, on voulait prendre le temps de réfléchir sur un thème intéressant qui est celui de l'efficacité des politiques publiques. Comme vous le savez, le but des politiques publiques, c'est d'infléchir le comportement des citoyens, des ménages, des individus en fonction de l'objet qu'elles s'assignent. Et nous voulions réunir aujourd'hui 3 interlocuteurs pour discuter de la manière dont les politiques publiques anticipent évidemment les comportements des consommateurs, les leviers de leurs évolutions et de leurs changements, et parfois échouent d'une certaine manière à anticiper les vrais comportements qui sont suscités par ces politiques. Donc il y a évidemment à la fois des effets d'aubaine, des effets d'évitement de la part des consommateurs, qui conduisent potentiellement à diminuer l'efficacité des politiques publiques, ou en tout cas les effets qu'on attendait de leur mise en œuvre. Donc pour traiter ces sujets, nous avons réuni un très beau plateau avec à la fois évidemment des spécialistes de l'économie qui étudient ces politiques publiques et les comportements des agents économiques, les spécialistes des baromètres d'opinion et de l'analyse comportementale à l'ADEME, et aussi les spécialistes et consultants en ces domaines. Donc je vais d'abord laisser la parole à Daniel Herrera pour nous tracer peut-être de manière un peu plus économique que je ne serais capable de le faire et académique que je serais capable de le faire, ces sujets. Peut-être Daniel, tu peux te présenter rapidement et puis voilà, lancer la discussion, et ensuite je donnerai la parole à Sébastien dans l'attente de l'arrivée de Solange qui représentera ici l'année. Merci beaucoup Christine. Alors moi je suis maître de conférence en économie au sein du LEDA ici à Dauphine, et je travaille sur plusieurs thèmes, économie de l'environnement, économie de la santé et aussi un peu d'organisation industrielle plutôt empirique. Et je pense que le mot clé qui mentionne Christine, c'est une question d'anticipation. Et je pense que si je peux commencer avec une phrase, c'est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Alors, juste pour vous donner un exemple historique d'une politique qui voulait avoir un bon impact, mais potentiellement, en fait, l'a pas eu, c'est l'invention du pesticide DDT, qui a été créé en 1939 et qui a été le pesticide le plus important, le plus puissant que le monde a vu en ce moment. Bien évidemment, ça a gagné à l'inventeur un prix Nobel, mais ça a été l'utilisation en fait de ce pesticide a été très massive, ce qui a conduit éventuellement à des conséquences d'un côté de la résistance générée par les moustiques, ce qui a engendré ensuite beaucoup plus de cas de malaria, mais aussi des conséquences environnementales avec la faune et la flore, et ce qui a conduit à Rachel Carson a écrit un bouquin qui a été assez célèbre dans son temps, qui était ça principalement. Mais bien évidemment, qu'est-ce qu'on s'attend par effet inattendu? Donc d'un côté, c'est soit des effets qui sont positifs liés avec l'objectif pas liés avec l'objectif de la politique qui a été mise en place. D'un autre côté, ça peut être des effets relativement négatifs, à nouveau pas liés avec les effets prévus par la politique. Mais ça peut aussi engendrer des effets pervers qui est vraiment avoir des effets complètement opposés à ceux qui étaient attendus par la politique publique. Mais quelle est l'importance du coup de cette question pour la société? D'un côté, les décideurs doivent travailler avec un environnement qui est extrêmement complexe, donc du coup comprendre qu'est-ce qui engendre ces effets potentiellement inattendus, c'est quelque chose de clé pour la société. Soit sur le plan social, donc juste pour vous donner un exemple, ça va potentiellement générer des dépendances vis-à-vis du système
qui peuvent être problématiques. D'un plan de vue économique, c'est par rapport aux créations de distorsions dans le marché ou d'un plan de gouvernance, lorsque par exemple vous avez une politique qui va et environnementale qui va potentiellement engendrer des firmes à sortir du pays, ce qui va ensuite générer une réaction parmi les personnes vis-à-vis des systèmes et des institutions. Mais, alors j'ai demandé auprès de mes collègues, et je vous demande à vous, en fait, avez-vous déjà été témoin d'une politique ou d'une règle qui avait eu des effets inattendus? Et j'imagine que la réponse est plutôt oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une explication, non, c'est pas une explication, c'est un exemple. Mais je vous donne un exemple qui était particulier. Moi, je suis colombien. Et en Colombie, on a introduit un système qui s'appelle Pico y Placa en 1998. Alors, Pico y Placa, c'est un système qui visait à réduire d'un côté la congestion, d'un autre côté la pollution. C'est un système qui a été inspiré d'un système mexicain, mais qui est un des plus contraignants en termes de mobilité au monde. Du coup, je pense que ça a été introduit progressivement, mais au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, initialement, c'était une mesure qui était une mesure temporaire, mais toute mesure temporaire, potentiellement, ça passe à une mesure qui est permanente. Mais au jour d'aujourd'hui, ça contraint la mobilisation du véhicule. Alors, ce qui a engendré, bien évidemment, un effet si ça dépend en fait de la plaque d'immatriculation de ce véhicule, une conséquence a été l'achat d'une deuxième voiture pour éviter justement d'être contraint dans ces déplacements. Et ça a évidemment généré des effets néfastes et pervers initialement. Alors, si on réfléchit un peu aux mécanismes économiques derrière, il y en a potentiellement plusieurs. Donc, d'un côté, c'est des effets sur la structure des incitations qui a complètement changé. Donc, maintenant, les citoyens colombiens se voyaient face à une diminution de leur mobilité, ce qui a conduit à l'achat de cette nouvelle voiture, justement parce que maintenant, ils se voyaient contraints. Et d'un autre côté, c'était une mesure qui était potentiellement évitable, mais là, je pense qu'il n'y avait pas eu une réflexion conséquente par rapport à la réaction des consommateurs. Donc, et quelle solution à ça? Donc, peut-être potentiellement une solution, ça pourrait être, ou ça aurait dû être, d'avoir une analyse coût-bénéfice ex ante pour justement évaluer quels vont être les différents impacts, ce qui nous conduit à réfléchir à c'est quoi exactement les mesures qu'on veut et comment les mesurer. Et d'un autre côté, d'avoir une flexibilité pour pouvoir s'adapter au fur et à mesure que la politique est en train d'être implémentée avec une évaluation coût-bénéfice ex post. Voilà. Merci. Très intéressant cet exemple des plaques d'immatriculation. Voilà. Très intéressant, pardon, c'est l'exemple des plaques d'immatriculation dont on voit évidemment tout l'impact dès qu'on essaie de mettre en place des zones à émission zéro, ce qui est effectivement, comme vous le savez, une des mesures les plus complexes auxquelles le gouvernement devra se frotter dans les grandes villes. Alors, Sébastien, qui est un spécialiste de ces sujets d'efficacité, de politique publique destinée à l'environnement, comment est-ce que, de votre point de vue, vous voyez les choses et notamment comment anticiper les comportements, comment éviter les effets pervers des politiques publiques? Est-ce qu'une évaluation ex ante avec une évaluation ensuite ex post, c'est suffisant? Est-ce qu'on a des outils qui sont un peu plus perfectionnés que ceux que nos prédécesseurs avaient en la matière? Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Sébastien Delfont. Ça fait 15 ans que mon métier, c'est d'accompagner la transition écologique et solidaire des organisations qui ont compris qu'il fallait bouger. Et forcément, on est aux confrontations de jeux d'acteurs, publics ou privés, qui vont devoir changer leur mode de faire pour s'engager dans ces voies de la transition. Et il se trouve que sur la voie de la transition,
il y a des êtres humains. Et les êtres humains, ça n'agit pas toujours exactement comme on veut. Et moi, je travaille plus particulièrement sur la question du logement. Et beaucoup les questions de rénovation énergétique des logements. On sait que à l'échelle de l'Europe, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent des bâtiments. Donc, c'est pas un sujet mineur en termes d'impact pour accompagner cette transition. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, c'est quelque chose, prendre la place de l'humain dans les politiques publiques, c'est pas simple. Et ça peut pas être la même façon de l'aborder dans toute forme de politique publique de la transition. Il y a, en gros, dans la question de transition, 3 grands secteurs, familles de secteurs. Ceux qui vont être très centralisés. On fait bouger les acteurs, on bouge le marché. Filière aéronautique, Airbus, Boeing, GeForce Air France, GeForce Lufthansa, ok, bon, il y a 10 acteurs à faire bouger, on a plié. Il y a ceux où on a plutôt une centaine à des milliers d'agents économiques à faire bouger. Par exemple, les réseaux de chaleur, le système de gestion des déchets, des grandes collectivités à faire bouger, mais en gros, j'ai 100 à 1000 acteurs à faire bouger. Et puis il y en a où c'est des millions d'agents économiques qu'on doit faire bouger. Et parfois dans la demande, mais aussi dans l'offre. Je prends le cas de l'alimentation, combien il y a d'agriculteurs, combien il y a de gens qui mangent de la viande ou qui mangent moins de viande. Si je prends le cas du bâtiment, combien on a de particuliers qui sont propriétaires de leur maison et qui engagent dans les travaux, combien il y a d'artisans qui peuvent faire ça. Donc là, forcément, on se doute bien que c'est pas tout à fait les mêmes outils de politique publique qui vont faire bouger des secteurs dans lesquels il y a 10 acteurs à faire bouger, 1000 acteurs à faire bouger, ou des millions. Et donc ça doit aussi apporter, dans le dosage des natures de politique publique, des effets différents sur ces questions. Et après, on voit aussi que dans les natures d'actions à mettre en œuvre, sur les sujets de transition, il y a aussi différentes natures d'actions. Il y a des actions qui vont relever de pur usage. Je parle de sobriété. Donc voilà, le côté mettez un col roulé, hein, il va faire voir cet hiver, ok. Donc la politique, un grand plan col roulé, ok. Deuxième action, mais bon, ça fait 5 à 10% de l'impact. Hein, faut pas se mentir. C'est pas plus que 5 à 10%. Mais il y a une force symbolique d'implication qui n'est pas inintéressante, mais soyons raisonnables, on ne résout pas le problème de la transition à coup de col roulé. Donc, même si c'est important. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est vu, les infrastructures. Forcément, si j'ai accès à des lignes TGV, des lignes de mobilité bas carbone, si j'ai accès à un réseau de chaleur décarboné, bah, ça change les choses. Et il y a quelque chose qui est parfois un peu oublié entre la sobriété et l'infrastructure. Parce qu'il y a un sujet dans le court terme, on peut déployer à 6 mois, venir acheter des cols roulés ou bien mettre des compteurs d'énergie dans le logement, il y a des choses qui peuvent se dérouler à l'échelle de 6 mois. C'est vraiment du court terme. Et du très long terme, un réseau de chaleur, ça ne s'improvise pas. De la même façon, construire une ligne TGV, ça ne s'improvise pas. Non, du très long terme. Et il y a un sujet qui est très souvent oublié, qui est quelles sont les actions moyen terme. Moyen terme qui relève d'un choix individuel, mais un choix individuel d'investissement. C'est pas la même chose de mettre un col roulé ou investir 80 000 euros pour rénover sa maison. Il y a quand même un sujet, une action à 20 euros et une action à 80 000 euros. Donc, et c'est ça le sujet un peu fondamental, de comprendre que c'est aussi dans les politiques publiques, ce qu'on doit, c'est changer les décisions d'investissement, non pas de la puissance publique ou d'infrastructure, mais de millions de décideurs décentralisés. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement les politiques publiques ont peiné, historiquement, à arriver à activer au mieux. Parce que c'est pas le même sujet de bosser dans plein de réseaux de chaleur, les gens accèdent dans les travaux, ils ont dit. Et donc voilà, ça c'est quand même un des sujets essentiels à travailler sur ces questions. Avec des questions aussi, il se trouve, on découvre quand on pousse ces démarches que, zut, les humains sont pas des machines. Oui, c'est pas des machines. Et par exemple, dans les politiques d'efficacité énergétique, on se dit, il y a des choses, ça fonctionne vachement bien dans l'industrie. Effectivement, il y a des gens qui ont des ingénieurs, des financiers, qui font des calculs de ROI avec des règles internes très claires, de temps de retour inférieur à la limite, on y va pas. Ouais, c'est un peu plus émotionnel, la décision de se lancer dans la rénovation de sa maison. Hein, donc effectivement, il y a une dimension émotionnelle, mais qui n'est pas anecdotique, sur comment j'engage ça. Et ça ne veut pas dire que ça va pas se mettre en œuvre, et comment aussi on questionne les politiques publiques, non pas au sens de cette nature d'action est pertinente, pas pertinente, ou est-ce que c'est la mesure de politique publique qui est pertinente, pas pertinente. On a une tendance à, on a mis des subventions à la rénovation, ils ne vont pas les chercher. Donc la rénovation ça marche pas, on va construire 14 OPR de plus. Donc non. Il y a peut-être aujourd'hui des sujets, c'est la question, c'est est-ce que c'était la bonne mesure d'incitation qu'on a mis en œuvre pour soutenir la rénovation, plutôt que de se dire de toute façon c'est un temps de retour infini, l'efficacité énergétique c'est absurde, il faudra peut-être pousser ces bêtises. Donc c'est important de pas jeter le bébé avec l'eau du bain et se questionner, a-t-on mis les bonnes politiques publiques, par exemple, de soutien à la rénovation lourde et performante des logements. Et donc ça c'est vraiment un sujet majeur avec des dosages nouveaux à tester, et avec effectivement, comme c'est quelque chose de relativement nouveau, à se mentir, engager une transition massive, on n'a pas fait ça depuis 150 ans, même s'il y a eu des évolutions sociétales, avec toute une question de dosage de politique publique. Parmi les dosages et les curseurs, et c'est pas simple pour nos élus,
et les acteurs des administrations de toucher ces curseurs, parce qu'ils essayent plein de bonne volonté, et après il y a aussi les partis pris, en tout cas politiques ou éthiques, qui vont les amener à être plutôt là. Il y a un dosage carotte-bâton. On sait bien qu'il y a un moment. Est-ce qu'il vaut mieux forcer, pénaliser ou mettre des subventions? Il y a un sujet carotte-bâton. Comment je dose? Voilà, c'est vrai que par exemple dans la rénovation, on a tendance à les supermarchés, les propriétaires de bureaux, on les oblige. Ils votent pas. Voilà. Ensuite, les particuliers, ils votent. Alors eux vont être plus gentils. Donc voilà. Selon aussi les sous-secteurs des bâtiments, on va avoir des nuances. Parce qu'effectivement, la politique pour rénover les bureaux, c'est peut-être pas celle pour les copros, qui est pas celle pour les maisons individuelles. Donc effectivement, il y a des nuances à apporter. Et puis il y a les questions effectivement entre signal prix et signal norme. On sait bien que c'est aussi des sujets clés pour engager ces questions. On rend plus cher de faire de pas le faire, ou on rend moins cher de faire de faire, ou bien on dit ça ne plaît pas, de toute façon c'est obligatoire. Ou bien voilà, 2035, on ne vend plus de véhicules thermiques. La directive européenne sur l'efficacité énergétique votée à Bruxelles il y a un mois et demi, 2040, le concept d'énergie fossile dans les bâtiments c'est fini. Donc effectivement, 5 ans après les voitures, on sort les énergies fossiles des bâtiments. Et puis après, il y a le sujet ce dosage soutien à l'offre, soutien à la demande, qui est, je trouve, aussi un impensé de ces politiques sur la question. Je prends le cas de la véhicule électrique. On décide, bonus-malus pour les consommateurs, pour solvabiliser une demande, et de se dire, vous faites le choix de la véhicule électrique plutôt que du SUV diesel, une forme de bonus-malus, ça devient moins cher d'investir. Mais en même temps, on finance des usines de batteries pour que l'objet physique coûte moins cher. Mais donc il y a bien un soutien combiné à l'offre et à la demande, dans un objectif que les solutions de décarbonation coûtent moins cher. Et bizarrement, si le véhicule électrique vaut 10 000 euros ou s'il vaut 100 000 euros, il est plausible que le marché s'empare plus de solutions à 10 000 euros qu'à 100 000 euros. Sur les sujets, par exemple, de rénovation, on était très centré sur la demande, on solvabilise la subvention, on ne fait rien sur l'offre. Est-ce qu'il y a un grand plan de financement d'usines de laine de bois? Non. Est-ce qu'il y a un grand plan d'isolation? On considère que ce n'est pas un secteur industriel. Non, je suis désolé, il y a des gens qui fabriquent des briques, il y a des gens de l'isolant, pour être considérés dans les politiques prioritaires. Si je regarde les 10 grandes politiques industrielles qui ont été fixées par la France, en France 2030, on a royalement moins de 1% des 30 milliards consacrés à 40% des problèmes de l'Europe. Donc on ne veut pas de champion industriel pour résoudre 40% des problèmes de l'Europe. Bon, c'est un choix politique, mais qui est autant vrai à l'échelle européenne, industrie prioritaire à l'échelle d'Europe, nous n'avons aucune politique de faire émerger des champions industriels de la rénovation. Donc c'est aussi un choix de politique publique industrielle qui a des conséquences très fortes sur les usages. Donc c'est quand même des dosages importants sur ces questions. Et je pense qu'il y a vraiment cette réhabilitation nécessaire de l'objet moyen, le moyen terme. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un grand plan, par exemple d'industrialisation de la rénovation ou de massification, c'est des choses qui peuvent avoir des résultats à effet 5 ans. Pas 10 ans. C'est pas comme construire un EPR ou une industrie d'hydrogène. Ça prend moins de temps. Mais c'est un peu plus que le col roulé quand même. Donc effectivement, il y a ce sujet intermédiaire, c'est comment je l'organise, et avec une planification. Aujourd'hui, pour des investissements dans l'hydrogène, les réseaux de chaleur, des grandes infrastructures de parcs éoliens en mer, on a une programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous n'avons pas une programmation pluriannuelle de l'efficacité énergétique. Alors, je dis oui, mais on finit par voter le budget chaque année et ils sont à peu près les mêmes. Oui, mais pour un agent économique, est-ce que le dispositif de soutien au bras chaleur va disparaître en novembre prochain du fait d'une coalition quelconque au Parlement? Non, je ne peux pas projeter comme agent économique pour développer des solutions moins chères parce qu'effectivement j'ai la visibilité long terme, donc je peux construire une usine, développer des solutions de R&D sans absolument une perspective de ces questions. Et donc c'est aussi quelque chose, voilà. Et après, il y a un sujet essentiel, c'est comment se dire quand il y a l'humain, il faut faire de la sociologie. Et aujourd'hui, il y a un dosage de politique publique qui est aussi argumenté pour ça. Par exemple, la relation des hommes et des femmes à leur logement, elle est très émotionnelle. C'est notre nid douillet, qui a une forme de caractère intime sur ces questions qui est important à intégrer. Il y a par exemple des professionnels américains de la rénovation des maisons qui étaient extrêmement étonnés. Ils sont même tombés de leur chaise. Pourquoi? Ils se rendent compte, les portions de la population à laquelle je vends le mieux mes produits d'amélioration de la performance énergétique des logements sont des fans de Donald Trump, persuadés qu'effectivement le changement climatique n'existe pas, et pourtant, ils achètent. Comment ça se fait? Je comprends pas. J'ai mes meilleures ventes avec ces gens-là. Bon. Alors, c'est de se dire, en fait, pour caricaturer, c'est de se dire, il y a 5 grands types d'humains en regard de ces questions de rénovation de logement. Premier type, voilà, les écolo-bobos qui ont voté une fois pour la vie, une fois dans leur vie pour le parti écolo, qui sont sensibles aux ours blancs, les gens comme moi, et voilà. Voilà. Donc, il y a 20% de la population sensible à un message climatique. Faisons vite ça chauffe. Ah, ça c'est important, voilà, on va essayer de sélection. Par contre, tout le monde n'est pas sensible à ce type de message. Et donc, effectivement, voilà, si on tient qu'un message écologique, on a 20%
des particuliers, des ménages qui vont s'engager. Il y en a une deuxième, c'est les radins. Donc en gros, si tu leur expliques que rénover c'est du radin, ok, ça effectivement, tu me plais, tu m'intéresses. Je ne me parle pas d'ours blanc, mais si tu me dis que moins cher, oui, en coût global, c'est une bien meilleur choix économique et rationnel de rénover son logement. Donc effectivement, soyez radin, rénovez votre maison. Il y a un troisième agent, c'est des gens qui sont dans autre chose. C'est des gens qui, toutes les semaines, achètent des travaux, qui passent leur week-end chez Casto, et leur sujet, ils adorent l'habitat. C'est leur petit plaisir, la dernière peinture déco, tu leur effectivement, la nouvelle tendance trendy, si tu aimes ton habitat et ton intérieur, pour faire visiter à tes copains, c'est pas juste la beauté, la qualité de ta peinture, c'est aussi la performance énergétique écologique. Et oui, et c'est émotionnel. Il y a des gens qui achètent des travaux, qui passent leur week-end chez Casto, et c'est ok en fait. C'est très bien. Comment j'adresse ces gens-là en termes de politique publique et de message. Et puis il y a les quatrièmes, les Trumpistes. Et en fait, ce qui se passe, c'est un message qui peut être paradoxal et contre-intuitif, mais c'est par patriotisme qu'il y en a. Ouais. Effectivement, indépendance énergétique du pays, il ne faut pas dépendre de l'énergie qui vient de ces pays du Golfe. Parfois, ils ont leur neveu qui est revenu avec une jambe en moins d'Afghanistan pour aller défendre les ressources pétrolières de ces questions, ou en Irak. Et effectivement, parce qu'ils ils sont marqués en tout cas par ces blessures et cette volonté de patriote. On peut penser sur d'autres sujets, mais en tout cas, force est de constater que oui, rénover, ça fait contribuer à une indépendance énergétique et stratégique d'un pays, et qui peut être pour certains pans de la population un élément de motivation. Et donc, quand on a un sujet, on va passer vite dans les changements de comportement. Si j'ai une politique publique qui est juste faisons vite la chose, je touche 20% de la population, vous avez remarqué, je dis 4 fois 20, parce qu'en gros, il y a 20% d'incurables. Quoi qu'on fasse, on va rappeler quoi. Mais si on arrive à passer de 20% à 80%, donc 4 fois plus d'agents économiques qui s'engagent, là, on commence à avoir des impacts. Mais ça objective une nuance et aussi un discours qui est très commun dans l'économie de marché, sur les questions d'un gros mot qui s'appelle le marketing, mais comment je suis capable d'avoir un discours différent pour vendre une voiture de sport, une voiture familiale, une petite voiture pratique urbaine, où je suis capable d'adresser des solutions avec différents tons. Et pas forcément le même ton et la même façon de parler sur l'ensemble de ces sujets. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant et important, et comment on accueille aussi ces modes de faire différents qui parlent effectivement habituels. Et c'est vrai qu'on a par exemple sur des décisions pratiques des phénomènes qui sont contre-intuitifs. On a observé aussi un sujet aux US de phénomène de contagion solaire. Qu'est-ce que c'est que la contagion solaire? C'est le phénomène du fait que qu'est-ce qui fait qu'un acteur veut choisir d'installer des panneaux solaires sur sa maison? On en revient à un basique, c'est que chaque individu cynique veut être meilleur que son voisin et son beau-frère. Et donc, aujourd'hui, le sujet, pourquoi mon voisin a des panneaux solaires, j'aurai des panneaux solaires. Et donc, effectivement, ils se disent, c'est un rationnel économique complètement indépendant de l'ensoleillement réel, ou du coût de l'énergie sur le lieu du flux, c'est de se dire, ah non, mais il en a, j'en ai quoi. Et donc en fait, on voit se développer, il y a un premier qui fait, le voisin fait, le voisin fait, et donc il se fait de contagion solaire à l'échelle de quartier, qui n'a aucun autre rationnel économique qu'effectivement une forme de reproduction, ou bien un élan communautaire, mais communautaire au sens noble, parce qu'effectivement, il y a toute une dynamique locale, territoriale, qui fait qu'on engage des choses. Et ça pose la question de, par exemple, comment je peux engager des politiques publiques de promotion de dynamique communautaire. C'est inhabituel, mais c'est comme ça. J'ai échangé la semaine dernière avec des gens en Belgique qui ont tenté sur les questions de rénovation et l'approche, c'est de se dire, bon, ok, il y a des subventions classiques, rénovation d'habitat, voilà, 20% de sub pour tout le monde, 15% de sub pour tout le monde. Ils ont fait autre chose, ils ont dit, bon, si dans le quartier, vous attendez un certain moment à rénover, je double toutes les subventions. Ah ouais. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est que ce symbole qui était fort en termes de politique publique, mais atypique, a amené quoi? Ah, il y a des voisins qui allaient taper à la porte de leur voisin, vas-y, on rénove. Donc c'était plus les agents publics qui poussaient à rénover. C'est les voisins entre eux qui allaient se dire, allez, on y va, franchement, attends, je gagne 2 fois plus d'argent si tu montes à bord. Donc vas-y, monte à bord, j'ai envie de gagner 2 fois plus d'argent. Mais ce qui est très bien, c'est par rapport à l'effort où on s'épuise à essayer de convaincre les gens, c'est comment ils se créent ses alliés et qui peut créer des dynamiques différentes dans l'avortement humain sur ces questions. Et puis après, autre sujet qui est intéressant dans la place de l'humain sur ces questions, alors parfois on questionne aussi, alors ça arrive souvent tous les 3 ans, je vous expliquerai pourquoi, mais le fait que l'efficacité énergie, de toute façon, ça ne marche pas, on a fait des mesures, il y a un essai rebond, il ne se passe rien. Ok. Quelle est la réalité? C'est sûr qu'aujourd'hui, si par exemple je fais un grand plan en changement de chaudière pour remplacer des chaudières actuelles par des chaudières 5% plus efficaces, bon, en 1 année ou 2 de hausse des prix du gaz, on revient à la situation initiale. Donc il y a pas d'impact. Et puis effectivement, on dit ça marche pas, on ne peut pas faire d'efficacité. Non, il faut arrêter de faire un plan en chaudière si on veut faire d'efficacité énergétique, quoi. La question, est-ce qu'on veut faire un grand plan on fait moins 4% sur toutes les maisons, ou on fait moins 80% sur un peu moins de maisons. Et chaque année, on va faire moins 80% sur un certain nombre de maisons. Donc c'est aussi un dosage de quels sont les efforts.
Et voilà, les actions d'efficacité énergétique, parfois c'est un bien grand mot qui recouvre des réalités très différentes sur ces questions. Hein, et donc, oui, la réalité, c'est quoi? C'est que quand on a des ménages qui se fait à 12 degrés, précarité énergétique, que vous avez un système un peu plus efficace, ben, ça va leur permettre, sans faire 1 euro d'économie ou 1 kWh d'économie, de enfin se chauffer à 16, ou se chauffer à 18, ou se chauffer à 20. Mais ce qui peut être vu comme un échec d'efficacité énergétique, il n'y a pas de kWh économisé, ouais, mais c'est un effet santé extrêmement puissant. Parce que bizarrement, les gens, quand ils se chauffent à 20 plutôt qu'à 12, ils sont 4 fois moins malades. Ça coûte 4 fois moins cher à la sécu. Donc aujourd'hui, on a une politique publique de promotion de l'efficacité énergétique qui a comme impact l'efficacité énergétique sur des publics très fragiles. Et si on a effectivement, on va pas suffisamment loin dans la performance, qui va avoir un bénéfice de politique publique santé, mais pas un politique de politique publique efficacité énergétique. Donc est-ce qu'il faut arrêter? Ça n'a pas d'impact là-dessus? Ça dépend. Si on pense que la santé c'est important, on peut se dire oui. Et c'est de se dire, intéressant aussi, cette part de l'effet rebond, elle est liée à cette dimension comportementale. Et ça ne joue que sur 5, 10, 15%. Donc en gros, tant que vous promouvez des actions d'efficacité énergétique dont l'impact est inférieur à 10 à 15%, vous verrez rien. Tant que vous dépassez le 10-15%, vous verrez quelque chose. Ça veut dire que du moins 80%, il y aura au moins du moins 65% constaté. Par contre, effectivement, si je fais sur la France entière moins 10-15%, voilà, parce qu'il y a des ménages en privation, on va voir ça. Donc il faut aussi intégrer cette place de l'humain, et c'est OK dans la façon de faire. Hein, et ça pose aussi la question, un sujet important sur ces questions de politique publique, c'est quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour la mesurer. Je parlais de ces questions de précarité énergétique. Sur une vision kilowattheure, mon indicateur kilowattheure, c'est un échec. Est-ce que le kilowattheure est le bon indicateur? Et comment on change ou pas ces sujets? Et le drame de la rénovation des logements, c'est qu'elle est profondément multifactorielle et multi-impact. Elle a des communautés incroyables. Quel sens? On parle des questions de précarité énergétique aujourd'hui. Avant, on avait un instrument, le diagnostic de performance énergétique, DPE, qui avait une visée claire, ça ne parle que de kilowattheure d'énergie consommée. Après, on a dit, ouais, mais il faut se débarrasser des énergies fossiles, on va faire un bonus-malus en gros au poids carbone, en gros, si vous êtes pauvre, vous êtes incapable de payer votre facture mécanique nucléaire, ça c'est OK, vous êtes plus un pauvre. Alors qu'effectivement, si c'est fossile, vous êtes un pauvre. Non, c'est important de sortir l'énergie fossile des logements. Mais la question, c'est que vous utilisez le même instrument, parce qu'après, plus personne ne comprend rien. Et moi, je comprends pas. Vous dites que je suis en classe C ou en classe B, j'arrive toujours pas à payer mes factures. Mais ouais, parce que ta facture, elle est bas carbone. Mais non, mais j'arrive toujours pour pas les payer. Ouais, donc la question, c'est, oui, on a résolu le problème de la pauvreté énergétique, tout le monde est renseigné où on est. Bah non, en fait. Le sujet, c'est autre chose. Puis pareil, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le DPE, ça n'intègre pas la notion de surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en théorie, je consomme 100 kWh par mètre carré par an, bah, la facture fin de mois, quand vous habitez à 30 mètres carrés ou à 100 mètres carrés, c'est pas la même, il y en a une qui est 3 fois supérieure. Et en fait, il y a beaucoup plus de pauvreté énergétique dans des bâtiments classés C ou D de 100 ou de 110 mètres carrés, par exemple des grands logements familiaux, de familles nombreuses, que dans des gens qui sont dans des passoires énergétiques de 30 mètres carrés, quoi. Donc c'est aussi ce sujet de dire, bah, j'ai plus d'OFG, j'ai résolu le problème de la pauvreté énergétique. Est-ce que c'est le bon indicateur? Ben non. Les gens ne payent pas leur facture parce qu'effectivement, tu n'intègres pas la dimension surface. Et parce que tu as créé une forme de bonus-malus, alors qu'il y a un autre sujet. Tu peux tout à fait traiter par l'interdiction à partir de 2040 que propose la directive, le fait qu'on sort les énergies fossiles des bâtiments. Donc parfois, effectivement, on peut se tromper ou avoir l'impression que c'est une mauvaise politique publique, elle n'est pas efficace parce qu'on regarde le mauvais sujet en tout cas, ou parce qu'on n'a pas rentré dans ces critères de ces questions-là. Et puis après, il y a le sujet, c'est comment on va aussi, une chose importante dans ces relations de l'humain à ces transitions, c'est oser changer les règles. Faut qu'on sorte de l'effet Claude François. L'effet Claude François, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, il y a vraiment nos habitudes nous amènent à plus 6 degrés. Donc, il y a un moment, il faut falloir les changer, les habitudes, hein, même si c'est sympa Claude François. Donc, voilà. Exemple étonnant dans le bâtiment pour poser sur la question de rénovation. Donc, je dis, alors moi, voilà, je suis bailleur social, il y a une règle où en 1948, après-guerre, le grand défi de société, c'est qu'on avait des logements pour les plus fragiles sans chauffage. Donc, il y a une mesure de politique publique, on veut inciter ces propriétaires de bâtiments à installer des chauffages dans les logements. Donc on a dit, vous pouvez augmenter le loyer au prorata du nombre de radiateurs. Donc il y a des petits malins qui sont humains. Et ben je mets 18 radiateurs dans la maison, dont 6 dans les toilettes. Parce que la fonction, c'était pas la fonction de la puissance, c'était la fonction du nombre de radiateurs. Alors, vous arrivez, 60 ans après, 80 ans après, vous dites, bon, ça n'a aucun sens, on va rénover la maison, il n'y a plus besoin de 18 radiateurs, on les dégage. Il dit très bien. Il est marqué que s'il n'y a plus de 18 radiateurs, il n'y en a plus que 2. Vous me devez une resto de mettre 90%. Ah ouais, ben non, en fait, ça va pas. Parce qu'effectivement, je viens d'investir de façon conséquente pour financer des travaux de rénovation, avec un modèle d'affaires qui est de se dire, somme de mes loyers sur 30 ans égale.
et ça me permet de dégager du cash pour financer un investissement. Si tu dis l'application mécanique de la loi fait que tu dois réduire mon loyer de 80%, avec 80% de revenus en moins, j'ai du mal à financer cet investissement conséquent. Donc là, typiquement, la loi qu'on peut comprendre dans son état d'esprit, qui n'était pas du tout malveillante en 1948, peut-être qu'il faut la questionner aujourd'hui à l'aune de ça. Et que l'agent économique dise, sur mon contrat, il est marqué, c'est aussi très humain pour ces sujets. Hein, pareil, c'est qu'aujourd'hui, je veux installer un chauffage, dans un bâtiment collectif, je vais installer du chauffage au fioul. Donc j'ai cette vision, c'est-à-dire le futur, c'est l'énergie fossile, et j'ai installé un chauffage collectif de chauffage au fioul. Je n'ai demandé l'autorisation de personne. Aucun vote, aucun truc. C'est un système de fourniture de choses collectives. Je m'installe des panneaux solaires en autoconsommation. Oh mon Dieu! Il faut créer une organisation dédiée, une entité juridique dédiée avec un régulateur. En gros, c'est un enfer si vous voulez distribuer de l'électron vert à vos copropriétaires, un enfer administratif, alors qu'effectivement, ce n'est pas un enfer administratif de connecter tout le monde à de l'eau chaude produite au fioul lourd. Donc effectivement, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, questionnons-nous sur effectivement la praticité d'accès à des sujets, parce qu'effectivement, il y a un truc humain. Oh là, puis il y a un truc administratif, comment on y va, quoi. Donc il y a effectivement ce sujet aussi important et challengeant de toiletter effectivement un historique de règles. Donc il faut aussi avec humilité considérer qu'il n'a pas été fait avec des mauvaises intentions par le passé, mais un nouveau régime climatique nous impose de questionner ça, surtout dans la façon dont les humains vont réagir à ces questions. Donc voilà, il se trouve que quand on est dans un secteur de l'économie à forte intensité humaine pour générer un impact, acceptons-le, c'est ok en fait. Mais c'est sûr, ne considère pas les choses comme des machines. On ne peut pas considérer les petits défis énergétiques dans l'industrie comme celles dans le bâtiment. Le sujet est de se réapprendre à compter. Réapprendre à compter des sujets de régulation, des régulations économiques profondes. Ah, vous avez dépassé le taux de 33%, je ne peux plus vous prêter un centime pour rénover. Est-ce que ce critère, issu prudentiel, pour que les gens remboursent leurs dettes qui étaient pertinents au XXe siècle et encore au XXIe, il y a quand même des sujets sur ces questions. Alors, oui, mais l'efficacité énergétique, c'est un temps de retour infini, c'est pas bien. Parce qu'effectivement, vous faites 80 000 euros de travaux, 1 000 euros d'économie par an, en retour 80 ans. C'est une absurdité. Moi, je vais te apprendre à compter. Il y a un truc qui s'appelle la valeur verte. Tu as une maison à 200 000 euros, entre un ticket A et un ticket G, c'est plus ou moins 15% par rapport à un D. Ça veut dire que la maison à 200 000 euros, tu la vends sur le marché 230 000 euros en valeur, si elle est en A, tu la vends 170 000 euros si tu as sur énergétique. Donc tu as un delta valeur de 60 000 euros au jour où tu as fini les travaux. Et il se trouve que tu as 20 000 euros de subvention. Donc non, c'est pas 80 ans ton retour, c'est moins d'un an. Puisqu'effectivement, tu as 20 000 euros de subvention, 60 000 euros de delta valeur, tu peux mettre 80 000 euros sur la table. Mais si j'ai mon prisme kilowattheure uniquement, c'est-à-dire je ne regarde que l'économie, je dis les agents économiques rationnels que sont les particuliers ne vont jamais faire de rénovation. Eh ben non, en fait, il y a une autre façon de compter. Et effectivement, si je ne compte que les économies d'énergie, sauf que l'économie de l'immobilier, on est quelque chose qui est aux frontières entre l'économie de l'énergie et de l'immobilier. Donc les gens disent oui, mérite order, c'est une ânerie, temps retour 80 ans, d'investir dans l'efficacité dans le logement. On n'est pas sur la chaîne de valeur de l'énergie, on est au croisement de la chaîne de valeur et de l'énergie et de l'immobilier. Et l'immobilier a ses raisons économiques et ses facteurs économiques. Et effectivement, si je n'ai pas cette vision d'humain et de complexité du marché que je desserre, donc il y a effectivement une forme de discernement qu'il y a à avoir, et c'est sûr qu'il est complexe à appréhender. Mais c'est effectivement là, il y a un sujet de doser la nuance qui est essentiel sur le sujet. Donc je pense qu'il y a un sujet de gloire au moyen terme, ces objets moyens que sont effectivement ce qu'on peut déployer des horizons 5 ans, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Il y a un sujet de toilettage de la régulation, et se dire, c'est ok qu'il y ait des humains, et on peut tout à fait intégrer ça dans la politique publique. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci Sébastien. Donc Solange est arrivée, merci beaucoup. Désolée, je vous en prie. Donc Solange, vous représentez l'ADEME, et donc je voulais vous interroger sur la manière dont cette institution, qui s'est bien inscrite maintenant dans le paysage de nos sujets, appréhende effectivement ce côté comportemental et comment elle aide le gouvernement à essayer soit de toiletter la réglementation, soit de mettre en place des réglementations nouvelles qui intègrent ce facteur humain dont parlait Sébastien. Alors, je vais déjà commencer par une interrogation, qui est en quoi une autorité publique, telle que l'ADEME, est légitime pour s'intéresser au comportement dans une démocratie libérale. Après tout, on n'est pas une autorité morale ou religieuse. Pourquoi on enquiquine les gens en leur disant ce qu'il faut faire? Et ça, on l'entend quand même, je dirais même qu'on l'entend de plus en plus sur le thème, pour grossir le trait, l'environnement, c'est la dernière chose qu'on a trouvée pour
réduire nos libertés. Voilà, c'est des discours qu'on voit écrits et qu'on entend. Alors rappelons quand même quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, que la liberté est un idéal, mais ce n'est pas un idéal absolu, que ce soit en sciences politiques et en économie, on le connaît aussi sous la notion d'externalité, c'est-à-dire que oui, l'État est légitime à intervenir quand les comportements des uns et des autres ont des effets négatifs sur le reste de la société et baissent leur utilité. L'État est aussi légitime à intervenir quand on va contre son propre intérêt. Donc c'est aussi pour ça qu'on règle une régulation de la route. Si vous prenez le volant en ayant trop bu, vous mettez votre vie aussi en danger en plus de celle des autres. La législation sur les drogues, c'est la même chose. Donc oui, l'État est légitime. C'est prouvé par la théorie économique. C'est aussi prouvé depuis fort longtemps en sciences politiques où la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc déjà, petit point d'introduction pour rappeler cette chose qui peut parfois être questionnée. En revanche, il est vrai que dans le cadre, dans le champ des politiques publiques sur l'environnement et l'énergie, c'est quelque chose d'assez récent. Je dirais que dans le cadre des politiques publiques tout court, c'est assez récent, ça date du 19e et l'hygiénisme. Et le fait de construire une politique publique autour des questions de comportement, bon, ça veut dire un certain nombre de choses. Sur la circulation routière, c'est un sujet qui est monté avec l'après-guerre et aussi les questions tabac, santé, etc. C'est aussi parfois une manière de déresponsabiliser un certain nombre d'acteurs, notamment par exemple les questions d'aménagement du territoire, de ronds-points, etc. Donc il y a des travaux économiques qui montrent que des fois on focalise aussi sur les comportements pour ne pas regarder des choses qui sont plus de l'ordre de la responsabilité collective. En matière d'énergie d'environnement, à partir des politiques des années 70 issues de la crise pétrolière, la première réaction, alors ça a été effectivement un petit peu de communication sur le thème 19 degrés ça suffit, voilà, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, chasse au gaspille, voilà, tous ces slogans dont certains se souviennent, mais qui ont traversé les âges, on va dire. Mais quand même, la première chose qu'ont fait les autorités publiques, c'est de l'efficacité énergétique. Avec donc une vision du coup du citoyen qui était un economicus rationnel et il devait choisir les équipements les plus efficaces. Et puis petit à petit, notamment dans les années 2000, on s'est un petit peu plus intéressé aux citoyens et à sa conscience morale sur le fait qu'on a quand même un petit problème de réchauffement, il fallait protéger la planète, etc. Et vraiment la focalisation sur les questions comportementales, elle est venue à partir des années 2010 avec Thaler et Sunstein, avec l'essor de l'économie comportementale et des nudges, où l'idée, c'est de faire des petites incitations qui soient non coûteuses pour la puissance publique, non contraignantes, pas moralisatrices, et où on joue sur l'architecture des choix pour orienter de façon paternaliste, mais libertaire, en respectant la liberté individuelle de choix, vers les meilleurs choix. Donc on a vraiment cette histoire-là. On peut aussi la dater au niveau européen d'une directive européenne de 2006 sur les services énergétiques qui dit en gros que les objectifs de réduction de la consommation et d'atteinte des objectifs climatiques ne sont pas atteignables avec seulement les progrès de l'efficacité énergétique et que la technologie ne fera pas tout. Et ça nous donne aussi une première idée de comment on voit les comportements dans cette histoire de politique publique. C'est la variable d'ajustement de ce que la technologie ne fera pas. Et par ailleurs, c'est aussi un formatage comportement, donc choix individuel, avec une approche comportement du consommateur, donc dans un logiciel, on va dire, assez économique et de psychologie comportementale. Donc voilà, j'avais à cœur de refaire ce petit point pour replacer tout ça dans une histoire aussi des politiques publiques, sachant qu'à l'heure actuelle, les différentes stratégies s'empilent, c'est un peu comme les énergies d'ailleurs, et c'est pas parce qu'on fait du comportement qu'on ne fait plus tout le reste. Alors peut-être que vous avez aussi parlé de la part des comportements dans l'atteinte totale des objectifs, vous l'avez déjà fait, donc 20%, donc c'est important, vu les objectifs que sont les nôtres, on ne peut pas s'en passer,
mais rappelons que ça n'est pas tout. Alors, moi, en tant que sociologue, je vais avoir envie d'insister sur les questions de cadrage collectif des actions individuelles. C'est-à-dire que c'est bien dans la difficulté des politiques publiques à prendre en compte l'humain et je dirais le social, il y avait deux choses. Alors, à la dame, pour vous raconter la petite histoire, c'est vrai que nos collègues ingénieurs, c'est quand même une boîte d'ingénieurs, la dame, hein, plus qu'une boîte d'économistes. Hein, donc, les économistes, c'est déjà très exotique pour un ingénieur. Hein. Donc, ils ont quand même une approche technique et solution. Et, hein, c'est pas des chercheurs non plus. Hein, donc, ils sont venus nous voir. Les comportements, c'était très à la mode dans les années, on va dire, début des années 2010 et 2014, on va dire, où c'est vraiment, on nous a passé la commande, on veut une note sur les changements de comportement. Ma collègue Albane Gaspard et moi à l'époque, déjà, on ne s'est pas senti trop concernés, parce qu'encore une fois, comportement, c'est pas un concept de sociologie. Et puis, on a bien vu, on a bien senti que ce qu'ils voulaient, c'était de savoir sur quel bouton il faut appuyer pour que les gens fassent ce qu'on attend qu'ils fassent. Alors évidemment, les sciences humaines, ça agace toujours un peu les gens qui viennent des sciences dures, parce qu'on a une réponse et c'est toujours un peu plus compliqué que ça. C'est dans l'articulation, ça dépend, rien ne dispense d'une analyse de la pratique en question et de ce qu'on veut changer. Néanmoins, on a quand même donc à l'époque sorti un ouvrage qui est tout à fait disponible en ligne, il s'appelle « Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité ». Vous avez un petit film de 3 minutes sur YouTube aussi, si vous plaît. Vous ne voulez pas lire les 160 pages, mais il y a des images, des couleurs, ça fait plein de retours d'expérience, où on a essayé de faire un panorama des enseignements des différentes sciences humaines et sociales pour essayer de dire qu'est-ce que dit l'économie, qu'est-ce que dit la socio, qu'est-ce que dit la psychosocio, l'anthropo, etc. Pour voir vers quel levier ça pointe et du coup quels sont les outils de politique publique qu'on met derrière. Alors si vous voulez, je peux vous résumer le tout en peut-être un tout petit peu plus de 3 minutes, mais je vous promets, je ne le ferai pas 3 heures. Donc ce qu'on montre, c'est que donc, ces différentes sciences humaines et sociales, elles vont mettre la focale, évidemment, sur une partie du superbe millefeuille qui nous constitue, c'est-à-dire on est des individus, mais des individus dans des petits groupes de pairs. Ces petits groupes de pairs sont dans des plus gros collectifs que sont les classes d'âge, les groupes sociaux, les territoires, et puis au-dessus vous avez les sociétés, les civilisations, et puis tout ça, ça prend place dans un environnement fait de techniques, d'objets, de nature, d'aménagement. Et la difficulté, souvent, c'est d'arriver à concilier l'échelle individuelle et collective et l'échelle humaine et non humaine. C'est-à-dire que ce qui détermine les comportements, c'est bien un mix de tous ces aspects-là. Alors, première chose, si on prend, je vais le faire par outils, les outils de communication et de sensibilisation, on va dire que c'est toujours utile, toujours nécessaire et jamais suffisant. C'est nécessaire déjà parce qu'on est en démocratie, donc c'est quand même bien d'expliquer aux gens pourquoi on fait les choses. C'est jamais suffisant parce que dans toutes les enquêtes, je me suis beaucoup occupée à l'ADEME des enquêtes d'opinion, en l'occurrence, et quand on demande aux gens pourquoi ils font les choses, il m'est arrivé une fois dans ma carrière que ce soit les aspects environnementaux qui passent devant les autres aspects, une fois. Sur la question de l'eau, avec une question qui était est-ce que vous réduisez votre consommation d'eau pour alléger votre facture ou pour ne pas gaspiller cette ressource naturelle, avec 2 coups de stabilo ou un cornel sur ne pas gaspiller la personne et pour le gaspillage, cette ressource naturelle. Donc, et l'eau, c'est vraiment emblématique de la nature, on va dire. Et la facture d'eau, elle n'est pas énorme non plus. Donc, l'incitation économique, elle est relativement faible. C'est la seule fois où c'est arrivé en premier. Hein. Jamais l'environnement n'arrive en premier. En revanche, il arrive toujours en second. C'est-à-dire que c'est quand même toujours les plus sensibilisés qui font le plus de rénovation énergétique, qui mangent le plus de produits bio, etc. Qui font plus de covoiturage. Donc c'est important de faire ça, et vous l'avez très bien expliqué, une manière d'être de plus en plus pertinent, c'est de s'adapter à sa cible, donc de faire du marketing social, d'utiliser la segmentation du marketing, et les valeurs qui vont bien. Alors c'est vrai que ce qui est bien avec l'environnement, c'est qu'il y en a un peu pour tout le monde. Effectivement, on peut partir du côté catastrophisme, le futur c'est affreux, ça va parler aux gens qui lisent les rapports du GIEC,
croient le GIEC et sont écolos, mais ça ne va pas parler aux autres. En revanche, le rapport au passé, aux bonnes vieilles traditions d'antan, au fait qu'il faut être en sécurité, souverain, produire sa petite électricité chez soi, tout ça. Et puis par ailleurs, alors je l'ai tenté une fois à France Inter, en disant que quelque part, donc je la retente avec vous, en famille, que le Rassemblement national devrait être le parti le plus à lutter le plus férocement contre le changement climatique, parce que si le reste de l'humanité, enfin du monde, n'est plus habitable, on sait qu'on va avoir beaucoup de réfugiés climatiques. Donc à moins de faire des murs partout, c'est compliqué aussi. Donc bref, il y a aussi moyen de tricoter la question environnementale avec une multiplicité de valeurs, et c'est bien ça qu'il faut faire dans la formation et la communication. Donc le deuxième type d'outils, c'est les incitations économiques, ce que vous connaissez bien, avec les défauts de ces qualités, c'est-à-dire que ça marche d'autant mieux, ce qu'on appelle ça incitation, mais c'est sous contrainte budgétaire, donc on est quand même un peu dans une zone grise, donc ça marche d'autant mieux qu'on est contraint, donc ça accroît les inégalités sociales. Par ailleurs, ça ne fait pas monter en compétence sur le sujet, donc si vous enlevez la taxe, potentiellement, on revient au comportement d'avant. Ça pose aussi des problématiques intéressantes pour la recherche. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de comment on monétise un certain nombre de choses, voilà, comment on intègre le coût social dans les prix. Donc c'est pas des questions tout à fait simples. Et puis c'est pas très, comment dire, on va dire, c'est pas très populaire. Mais néanmoins, ça marche quand même pas mal. Et vous savez, en tant qu'économiste, qu'il faut toujours préférer une taxe à une subvention. Mais dans ces cas-là, on a aussi des problèmes d'acceptation, et on pourra revenir après, si vous le souhaitez, sur la question de la taxe carbone. Un autre type d'outil de politique publique, c'est la contrainte, l'interdiction. C'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce que ça massifie l'entrée. Personne, nul n'est censé ignorer la loi. Et par ailleurs, une politique publique dont certains pourraient s'extraire, enfin les plus riches, est aussi ressentie comme profondément injuste et inégalitaire. Donc une interdiction, c'est pour tout le monde, ça c'est avantage. En revanche, il y a un jeu toujours intéressant entre les normes sociales et les normes formelles, donc les interdictions et les normes sociales. Souvent, les normes sociales bougent plus vite que les normes juridiques formelles. Parfois, les normes juridiques arrivent à précéder les normes sociales, c'est assez rare, mais c'est arrivé dans l'histoire. Donc, par exemple, sur les lois anti-tabac, entre la première loi Evin et la deuxième, ça n'a pas été du tout pareil. La première, mais pas du tout, mais enfin, on peut plus fumer comme on veut, où on veut. Et la deuxième, c'est passé crème, les gens avaient compris. Il n'y a pas besoin de mettre un gendarme sur chaque terrasse de café ou de restaurant pour empêcher les gens de fumer, le contrôle social s'en est chargé. Donc la norme, elle ne marche jamais aussi bien que quand elle est considérée comme légitime, parce que là, vous allez avoir aussi un petit peu d'intériorisation et de contrôle social, rien de plus efficace. Et puis, dernière chose auquel on pense rarement, c'est tous les outils d'infrastructure et d'aménagement. Si vous voulez que les gens fassent du vélo, c'est pas le problème d'avoir un vélo, en gros les gens ont des vélos, c'est le problème déjà de savoir faire des vélos, mais c'est aussi d'avoir des pistes cyclables, c'est-à-dire le sentiment de sécurité quand on prend son vélo, le fait aussi d'avoir des garages sécurisés au niveau de là où vous allez travailler ou de là où vous habitez. Voilà, ces aspects-là sont importants. Si vous voulez faire des économies aussi d'énergie, pour des tout petits gestes, je prends des exemples du plus petit au plus grand, mais une multiprise où vous avez un bouton pour tout éteindre, c'est quand même vachement plus facile que d'ôter ou d'éteindre une douzaine d'appareils, 8 appareils, on va dire, sur une multiprise. C'est ce genre de petites choses, les mousseurs pour économiser l'eau, etc. Et puis après, de façon plus importante, si vous voulez limiter la dépendance à la voiture individuelle, il faut aussi que l'aménagement du territoire ne fasse pas des logements dortoirs à 40 km des centres-villes, parce que là, vous n'avez pas de densité suffisante pour faire du transport collectif. Donc tous ces éléments-là, on voit bien que c'est dans l'articulation et donc l'analyse de quelles pratiques sociales vous voulez changer. Alors,
Cela dit, dans pratique sociale, j'insiste, parce que quand on voit comportement, on voit libre arbitre, on voit individu tout seul, non, on sait bien que la majeure partie des choses qu'on fait, on les fait déjà par habitude, et deuxièmement par mimétisme. Donc voilà, la tâche solaire, l'émulation, la compétition, c'est très compliqué. C'est le premier qui est le premier risque. Un risque d'être déviant par rapport au groupe, c'est toujours un risque. C'est comme l'innovation d'ailleurs. En revanche, après, bah oui, si tout le monde a un panneau solaire, bah on se retrouve un peu bête. Et c'est le levier le plus efficace pour faire changer les comportements, c'est le mimétisme social. Après, on a un petit problème de poulet de l'œuf, c'est-à-dire il faut bien que ça commence. Donc il faut valoriser les pionniers, les aider, puis après, ça fera éventuellement tâche d'huile. Donc une pratique sociale, c'est un petit peu plus compliqué que le libre arbitre individuel. C'est d'une part des normes, des symboles, des représentations. Donc il y a cette couche-là. Il y a une couche de compétences individuelles et puis il y a une couche de ressources matérielles, financières, sociales. Donc il faut analyser votre pratique avec ces trois éléments pour voir comment vous allez faire changer ces trois dimensions pour arriver au nouveau comportement à la fin. Et puis je terminerai peut-être juste sur une petite chose qui après je pourrais revenir si vous le souhaitez sur taxe carbone, neige, etc. Je vous laisserai voilà, le choix. Sur le fait que si on veut changer les comportements, il y a aussi un truc hyper efficace qui est ne pas s'adresser à la demande mais s'adresser à l'offre. Je vous donne juste un exemple. Il y a un moment, on a décidé, la France en premier, l'Europe après, que les thermomètres à mercure, c'était vraiment pas une bonne idée. Hein, parce que ça se casse, c'est en verre, ça met du mercure partout, et le mercure, c'est vraiment très très polluant. Alors on aurait pu faire une campagne de communication énorme sur « allez, pas bien le thermomètre à mercure ». On aurait pu taxer le thermomètre à mercure à bord. Cela dit, je pense que tout le monde aurait quand même pu s'acheter un thermomètre à mercure. On aurait pu mettre des petits nudges avec des têtes de mort sur le thermomètre à mercure. Hein, on aurait pu faire toutes ces choses-là. Bah non, on a interdit la commercialisation du thermomètre à mercure. Personne n'a défilé sur les ronds-points pour avoir le droit de continuer à utiliser son thermomètre à mercure. Il y avait une alternative. Les industriels, du coup, n'ont pas bloqué. Ça s'est fait de façon globale et donc il n'y avait pas de distorsion de concurrence aussi, ce qui est important. Et tout est passé. Et même les gens ne sont même plus aperçus qu'on avait changé. Un jour, ils se sont dit, tiens, ouf, il n'y a plus de thermomètre à mercure. Merci beaucoup pour ces propos et pour tous ces exemples à tous les trois. Débat passionnant. Je ne doute pas qu'il y ait des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? La première question étant toujours la plus difficile. Bon, il y en a une qui nous est suggérée par Solange sur la taxe carbone, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite. Voilà, Eric. Je ne sais pas si ça marche. Peu importe. Il faut démarrer. C'est ce que vous venez de dire sur les... Je ne suis pas sûre qu'il marche. Vous m'entendez? Ah, oui, ce que vous venez de dire sur les interdictions. Parce que je vais prendre un exemple, la fin du moteur thermique en 2035. Donc on va, a priori, interdire les ventes des véhicules moteur thermique en Europe, en France. Je prolonge la durée de vie je vais dire mon diesel parce que ça émet moins de CO2 que mon essence. Je prolonge la durée de vie de ma vieille voiture, je m'entretiens mieux. J'attends 2034 pour me racheter une bonne vieille essence. Donc j'ai travaillé un peu sur le sujet. On m'a dit attention, il y a plus de 18 mois, attention, cubanisation du parc. En fait, c'est ce qui est en train de se produire. L'âge moyen des véhicules augmente. Et on sait très bien que les véhicules essence standard, peut-être leur durée de vie, c'est 30 ans, ça peut pousser un peu plus loin. Et donc, en fait, quand on a une interdiction, bien souvent on se rend compte qu'on n'a pas forcément anticipé les stratégies, les effets comportementaux derrière. Alors on en vient à la gestion du moyen terme, je trouve, parce que c'est comment on anticipe. Et
ce que vous disiez au début sur les DDT, etc. Je ne connais pas les fabricants de DDT, mais peut-être que quand ça a été mis sur le marché, personne n'imaginait les conséquences que ça allait avoir à long terme, donc moyen long terme. Et donc voilà, il y a cette gestion du temps et en fait c'est toujours facile à posteriori de dire on aurait pu y penser à l'instant T. Et donc voilà, comme je trouve que ça rebondit entre vos trois interventions, mais les sujets d'interdiction, alors je ne suis pas du tout sociologue, je suis économiste, mais interdiction, moi, tout de suite, j'ai envie d'essayer de trouver comment je contourne. C'est le côté français, c'est le côté français. Ouais, c'est mon côté à moi, j'ai envie de dire. Mais, et on se rend compte que, en fait, c'est très facile de jouer avec les lignes. Et, non, je voulais réagir ou tous les trois. Allez-y. Oui, commencez. Je commence. Alors, c'est bien toute la question de la légitimité aussi de l'interdiction elle-même. Voilà, il y a vraiment cette question-là. À savoir, suite à thermomètre à mercure, les pertes pour soi, elles sont minimales. Alors qu'on sait bien que sur l'interdiction du moteur thermique, on va avoir un souci qui est que la revente d'occasion, voilà, on perd en capital et que par ailleurs, le véhicule électrique, il va être accessible à partir du moment où on va avoir un marché de l'occasion important, donc ça va finir par arriver. Et par ailleurs, si on met en place le leasing social, par exemple, ou ce genre de mesures. Donc, la différence, effectivement, entre le thermomètre thermique et le moteur thermique, c'est qu'une voiture, ça coûte beaucoup plus cher dans le budget des ménages. Donc, il y a des choses qui sont indolores et d'autres nettement moins. Alors, quand même, dans les enquêtes d'opinion, notamment le baromètre que l'ADEME a fait sur la sobriété, les Français sont tous d'accord qu'il faut des règles et qu'on pollue la planète. Ils sont à peu près tous convaincus qu'il faut déjà le maximum, mais peut-être qu'ils pourraient faire un petit peu plus. En tout cas, ils expriment une attente importante de réglementation, c'est-à-dire pourquoi on me laisse acheter des choses qui sont néfastes pour l'environnement. Donc il y a quand même aussi cette demande qui est de ne pas faire reposer sur les épaules du consommateur la responsabilité de choix et de conséquences qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas choisi non plus. Pour ce qui est de comment on contourne la loi, alors ça c'est aussi Durkheim, la limite entre le normal et le pathologique, elle existera toujours, quelle que soit là où vous allez la positionner. C'est pas parce que on a des gens qui continuent de tuer d'autres personnes, de commettre des assassinats et des meurtres, qu'on a décidé qu'il fallait légaliser l'assassinat et le meurtre. Donc, je veux dire, la contrainte et l'interdiction n'est pas un vaccin au fait à l'absence de détournement. Ça ne suffit pas comme raison pour dire que c'est inefficace. Voilà, et sinon, vous avez raison, c'est des questions d'accompagnement et de phasage dans le temps. Si on veut éviter, cela dit, même si en 2034 vous achetez pour la dernière fois une petite essence, eh bien voilà, vous ferez le pas par la suite. Donc ça recule, mais il y a quand même un moment où de toute manière il n'y aura plus, l'essence va coûter plus cher que l'électrique parce qu'il y aura les économies d'échelle sont plus au même endroit. Vous aurez plus de stations-service pour mettre du carburant dedans. Donc voilà, l'organisation sociale. Mais en revanche, j'ai entendu aussi, ça c'est là que le problème à l'heure actuelle, c'est que les comportements vertueux sont plus coûteux à en règle générale, sauf éventuellement d'un point de vue narcissique et identitaire, on a envie, parce que c'est son identité, de s'affirmer comme écolo. Voilà, si c'est plus compliqué que le signal prix n'est pas au bon endroit, et qu'en plus on passe pour un bobo pénible aux yeux de ses proches, sa famille, ses voisins, ses collègues, etc., c'est sûr qu'on n'a pas tous les atouts du bon côté. Alors, interdiction, je vais parler de l'interdiction par rapport à l'allocation passeur thermique. Alors, ça c'est particulièrement intéressant parce que l'interdiction de l'allocation passeur thermique, ça ajoute à un ensemble de tentatives de la part du gouvernement
des différents ministères pour justement s'attaquer aux problèmes de la rénovation énergétique. Et du coup, c'est quelque chose que je pense ça a été mis en place très progressivement, mais parce qu'à un moment, on devait arriver à faire quelque chose. Et la question, c'est quel va être l'impact de cette politique. Donc, et c'est là où je pense que les économistes peuvent justement contribuer à analyser l'impact de ce type de politique avec une manière ex-ante. Et je pense que l'ADEME fait un travail exceptionnel de fournir des données pour pouvoir évaluer cette politique. Et je pense qu'avec tout le bagage qu'on a en économie pour justement essayer de comprendre quelles sont les potentielles décisions qui peuvent être prises par les personnes qui soient des propriétaires bailleurs, mais les locataires, et pour voir s'ils vont justement, qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont décider de rénover? Est-ce qu'ils vont décider de vendre ou pas? Et in fine, c'est qui va éventuellement payer de cette politique? Parce qu'on peut s'attendre à que cette régulation puisse soit augmenter les prix du loyer, parce que maintenant on va se mettre à la rénovation et donc du coup ça va augmenter les prix des loyers, ou ça va diminuer les prix des habitations parce que maintenant les gens vont plus louer, mais vont préférer de vendre leur appartement. La grosse question c'est qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passerait si on fait cette politique, mais je pense que c'est là où les économistes peuvent justement contribuer à ça. Alors, il se trouve que je fais justement une étude exactement sur cette politique et c'est pas facile de monter un modèle qui réconcilie la partie du marché du propriétaire avec le marché du locatif aussi et interagir les deux. Alors, la question est donc si c'est relativement compliqué pour un économiste de répondre à cette question en amont, est-ce qu'on doit donc être précautionnaire, s'attendre à avoir cet résultat où il faut d'abord entrer en action, ensuite essayer d'ajuster. Donc je pense que c'est un peu des mix des deux, mais voilà. Et il faut commenter en plus, je pense qu'effectivement, s'il y a une puissance sociétale, des interdictions qui sont fortes pour orienter beaucoup de comportements long terme. Et aussi, surtout, une orientation de la chaîne de valeur. On parlait de le besoin, il faut qu'il y ait des solutions alternatives moins chères. Si vous avez des décisions aussi structurantes, il n'y a personne, les gens, est-ce qu'ils vont changer, pas changer, on ne sait pas, on ne sait pas. Ouais, c'est obligatoire. Donc effectivement, même s'il y a 20% de risque hier, il y aura 80% qui, en tout cas, une forme de peur du gendarme et compagnie. Donc 80% de la population, ça fait quand même marcher. Donc moi, acteur économique, je peux développer des solutions parce qu'il y aura une forme de marché garantie minimum qui me permet en tout cas de rouler sur ces sujets. Donc c'est quand même très important. Et puis après, je pense qu'il y a une acceptation qui est aussi fonction de l'émotionnel auquel on touche. Bon, on a un pays comme le Danemark, par exemple, qui n'a pas de constructeur automobile national. Bon, il y a des mesures relatives à la promotion du vélo ou effectivement à la place de l'automobile. Il se trouve que factuellement, c'est des gens qui n'ont pas un niveau de développement inférieur à d'autres, mais ils sont 30% moins équipés en véhicule, en tout cas en voiture. Donc il est possible une société où il y a 30% de véhicules en moins, où on a un niveau de développement et de bien-être de la population d'ailleurs un tout petit peu plus élevé qu'en France, donc c'est pas inimaginable de vivre comme ça. J'ai beaucoup travaillé, mais énergie-sport, ça veut dire saut énergétique. Je bosse beaucoup dans des projets de coopération européenne, et ça c'est du hollandais, c'est pas de l'anglais. Et en fait, c'est lié à, voilà, en fait, les Pays-Bas, c'est une monarchie gazière, on se rend pas, une économie qui dépend beaucoup de l'extraction de gaz en mer du Nord. Ils ont un système de logement à 90% connecté au gaz fossile. Et ils ont besoin de changer. Et il se passe que, ce qui est intéressant, c'est que une relation au gaz, ils ont pris des mesures qu'on n'imagine pas. Ils ont dit, interdiction du gaz. Point. Et comment ça va se passer? Bah là, dans tel quartier, bon, on va renouveler les réseaux. Donc en gros, vous êtes dans une zone, 2034, on débranche tout le monde du gaz. Ah, comment on va faire? Bah démerdez-vous, mais je vous annonce que c'est 2034. Alors vous êtes dans un quartier, ce sera 2036, ou ce sera 2038. Mais il y a une forme d'explication, de temps de projeter. Par contre, ça n'a aucun sens économique d'entretenir une infrastructure de gaz s'il n'y a plus de consommateurs en surface ou un flux de consommation tellement faible. C'est une ânerie en termes de gestion d'infrastructure énergétique. Donc comment je donne ce signal long terme? Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour? Mais on assume de dire, alors votre truc il est défait, non. Et un truc, c'est non. C'est en gros le sens économique fait qu'en gros, il y a des zones de grande consommation, les centres industriels, il y aura toujours des infrastructures de gaz, il y a des zones, c'est pas assez dense, ça n'a aucun sens. On prend mettre des pompes à chaleur surface, on fera.
Par contre, leur sujet, c'est de dire oui, mais effectivement, si on ne veut pas que le système électrique explose, il faut que les gens y en offrent pour de vrai. Ce ne sont pas du machin à 1 euro ni rien, avec aucun impact réel. Non, non, c'est un impact pour de vrai. Parce qu'on ne veut pas que le réseau saute. Donc on va arrêter de faire semblant et on va avoir des impacts long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est l'acceptation, par exemple, de l'interdiction du gaz. Oh, c'est économie, pays, compagnie. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une relation au gaz, qui n'est pas le gaz naturel, mais qui est complètement différente en France aux Pays-Bas. Parce que c'est un pays où on exploite. Tout le monde connaît des gens dont la maison s'est effondrée parce que les géologues se sont gourés dans les réglages et ont fait un micro-tremblement de terre local qui fait que la baraque s'est effondrée. Donc il y a une relation, c'est comme si on exploitait des gaz de schiste dans nos jardins, on a une relation à l'exploitation gazière et à l'utilisation du gaz en conséquence, parce qu'on a des proches qui en vivent les conséquences pénibles de l'exploration-production. On n'a plus ça. Je veux dire, un gaz de lac, on l'a fermé je ne sais plus quand, mais il y a longtemps. Donc fini, oh, le gaz c'est naturel. Oui, bon, effectivement, c'est pas du tout la même chose, mais il y a une acceptation beaucoup plus forte parce qu'ils vivent les conséquences amont de la chaîne de valeur de la réalité. Ce qui fait que ça passe quand même. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des ajustements sociologiques, et je pense que aussi cette dimension, elle est aussi intéressante à intégrer à posteriori. On a fait des quartiers rénovés justement dans les zones où on découpait le gaz, super rénovation, ça passe pas chaleur. Et puis, post-travaux, les techniciens hyper fiers de ce qui a été fait, et puis là, ça gueule, ça gueule, ça gueule. Et donc, de façon paradoxale, le sujet sur lequel les gens se sont plaints, c'était quoi? Depuis que vous avez rénové, on mange mal. On mange mal. Bah, en fait, j'avais l'habitude de faire mes petits plats. Ah, effectivement, avec ma cuisson au gaz. Je savais faire le service de cuisine. Depuis, je mange mal. Mes mini-plaques électriques, je suis pas en rien, machin, on bouffe mal. Donc, le sujet, c'était comment se dire aussi l'acceptation de la sortie du gaz du logement était comment ils ont fait le truc des gens. Ils ont appelé le monsieur du Top Chef à la télé. Donc, effectivement, sur un projet en dizaines de millions d'euros, ils ont payé 10 000 balles le monsieur de la télé. On a fait Top Chef dans le jardinage. J'étais en fait, le monsieur de la télé est là. Et il me dit, c'est quoi ton plat préféré? Je t'ai expliqué, on va le faire avec des cuisinières électriques, quoi. Et donc, effectivement, l'acceptation du projet sortie du gaz est liée au monsieur de la télé. Et effectivement, qui est venu faire des cours de cuisine à des grand-mères de 85 ans, qui n'avaient pas envie de s'en aller, qui effectivement cuisine au gaz depuis voilà. Mais c'est vrai que, voilà, et encore une fois, il y a de l'ajustement humain qui est aussi nécessaire. Effectivement, c'est de se dire, bonne pratique, faites venir le monsieur de la télé. Mais effectivement, sur un projet, c'est un coût anecdotique en regardant l'investissement. Mais c'est vrai que c'est même sur des questions infrastructurelles, la place de l'humain pour l'acceptation est importante, et oui, on s'ajuste. Oui, une autre question? Bonjour. D'abord, merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Oui, ça marche, ça marche. Vas-y, ça. Alors, voilà, j'avais une question. Je ne sais pas trop comment la formuler correctement. Voilà, on sait que le grand enjeu de la transition écologique, c'est notre consommation d'énergie, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais celle-ci, elle est vachement conditionnée par les projets d'exploitation énergétique. J'ai en tête, par exemple, un projet qui est en début d'année qui montrait les bombes carbone. Et on voit que ces projets sont à très long terme, qui vont couvrir plusieurs dizaines d'années. Est-ce que il n'y a pas un risque, justement, que les politiques soient trop limitées face à ces bombes carbone, et que notre consommation énergétique va être forcément conditionnée par sa production? Ce que tu soulèves, je pense, c'est une question d'offre-demande. C'est la façon cynique dont réagit le patron Total sur les questions. Il est en mode, tant qu'il y a une demande, moi je produis. Hein. Sinon, ce sera des pétroliers chinois qui produiront dans des conditions encore pires que les miennes. Donc, de la façon de nous exploiter. Donc, mon sujet, c'est pour interdire. Donc, vous avez interdit les véhicules thermiques, interdit le reste. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une courage politique de dire on interdit d'autres usages, par exemple dans les bâtiments ou d'autres sujets. Donc, question, vont continuer à se développer ce type de projet tant qu'il y aura une demande. Donc, la question, c'est comment on travaille la destruction de la demande par effectivement la production d'une demande alternative, par un mélange et un cocktail de mesures qui intègrent des mesures autour de l'humain, mais aussi d'infrastructures nouvelles et de plans sur ces sujets. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un sujet, c'est effectivement, il y a beaucoup de politiques, dont une partie autour de l'intégration de l'humain, mais aussi d'infrastructurelles, on l'a évoqué de façon plus large. Mais effectivement, il y a des acteurs économiques cyniques qui, jusqu'à la dernière goutte, traiteront le besoin si on n'a pas des trucs dedans. Et puis après, il y a des questions d'interdiction aussi des objets. Et puis aussi une petite question financière, et de valorisation financière derrière tout ça. En l'occurrence, donc ça c'est sur les aspects transition juste, on va dire, que j'ai eu l'occasion
m'intéresser à ces questions, puisque la première logique de la transition juste, c'est d'indemniser, c'est d'aider les pollueurs et les industries héritées du passé fossile à transitionner. Et donc, c'est une logique où on indemnise et on aide, et c'est en tout cas inscrit dans les accords internationaux, notamment la déclaration de Silésie de 2018, COP24 en Pologne, pays très dépendant du charbon, où l'idée, il y a un fonds de transition juste au niveau européen pour aider la décarbonation de l'industrie polonaise. Quand on ne peut pas, quand il y a quand même des gains importants en matière d'emploi et de réduction de gaz à effet de serre. Donc on subventionne des modernisations aussi, même d'installations qui peuvent parfois encore continuer à fonctionner au fossile. Et puis c'est aussi venir en aide aux emplois qui sont détruits. Donc il y a ces questions-là. Et en l'occurrence, l'inquiétude est venue aussi de la part des syndicats. Alors c'est les syndicats américains dans les années 90 qui ont imaginé cette notion de transition juste en disant c'est pas parce que tout le monde y a intérêt qu'il faut que les salariés de ces industries fossiles pétrolières payent par leur destin professionnel l'intérêt général. Donc ça a été repris aussi la question de la valorisation boursière des titres entreprises, parce que dans ces pays-là, les fonds de pension, c'est aussi votre retraite. Mais ça a été surtout mis en lumière par les acteurs financiers, et notamment en 2011, vous avez un rapport de Carbon Tracker, qui est une organisation qui s'est interrogée au risque de bulles carbone, de bulles financières associées aux actifs liés au carbone. Alors, ils ont fait ça donc en 2011, ils ont regardé en gros les réserves fossiles connues qui rentrent dans la valorisation financière des entreprises, du charbon essentiellement, mais aussi du pétrole et du gaz. Et après, ils ont regardé le GIEC, ils ont vu le budget carbone, et qu'est-ce qu'on avait le droit de brûler. Alors c'est toujours mon moment, le juste prix. À votre avis, combien de pourcentage de ces réserves on a le droit de brûler pour être à 2 degrés? C'était pas 1,5, parce qu'il y en a qui veulent tenter un chiffre. Donc on a le droit de brûler combien sur 100%? Allez, essayez. Personne se... Allez, 20%. 20%. 5. Non, monsieur est tombé pile poil. Donc on a quand même le droit de brûler 20%. C'est veut dire qu'il y a 80% des réserves de fossiles qui sont actuellement valorisés boursièrement, qu'on n'a pas le droit de brûler. Alors après, il y en a un autre financier qui a fondé un institut un peu comme Carbon Tracker qui s'appelle John Fullerton, et il a essayé de modéliser tout ça, et on arrive à 20 000 milliards de dollars. Ça fait 40 fois les subprimes, ça fait quand même un gros quelque chose. Ça fait 1/5 du PIB mondial, on est à 100 000 milliards de dollars. Donc c'est amortissable, mais il faut l'organiser cette transition. Donc si on veut ne pas avoir de production, il faut qu'il n'y ait pas de demande, mais il faut surtout qu'on arrive à gérer cette petite bulle carbone financière pour y arriver. Alors en l'occurrence, à l'heure actuelle, notamment l'ADEME qui est leader d'un projet européen Finance Climate, on essaye déjà aider à la mise en place de la taxonomie européenne, pour déjà savoir ce qu'il y a derrière les investissements et les capitaux, et puis pour développer de la finance verte. Mais le problème, il est sur la demande, il est aussi beaucoup sur l'architecture financière et comment on gère cette bulle carbone. Voilà. C'est un point qui est très intéressant, quelque chose que c'est un vrai développement de recherche et de réfléchir, c'est comment on accompagne des filières à mourir dans la dignité. On en parle pour la fin de vie, non mais c'est cynique, mais c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance de toi, Jean-Pierre, ça fait 30 ans que tu bosses dans ce sujet, et qu'effectivement, c'est pas toi, Jean-Pierre, qui est le problème. C'est le dépassement de ça. Et le problème, c'est si j'incarne la cause du pétrole à Jean-Pierre, qui est sympathique et qui est ses sujets. La question, c'est comment accompagner ces reconversions. Mais quel est quoi le juste dosage pour accompagner une industrie dans le déclin? Aujourd'hui, le sujet aussi, c'est comment on n'a pas les moyens. Et quel argent on donne aux compagnies pétrolières ou gazières ou charbonnières pour évoluer versus, effectivement, le développement d'alternatives. C'est aussi une question aussi cynique que quelle part du budget santé on affecte en gériatrie versus en néonatalité. On ne peut pas tout mettre en gériatrie, zéro en néonatalité si on ne reprend pas le monde d'avant.
Mais on ne peut pas rien mettre en gériatrie et tout mettre en néonatalité. Et cet accompagnement, en tout cas, voilà, à définir un moment dans la dignité en respectant les compétences et en arrivant à les reconvertir, c'est un sujet majeur d'accompagnement. Parce que malheureusement, on a une politique qui bénéficie à 80% des acteurs néfastes à 20, on ne va pas la faire. Parce qu'il y a quand même 20% de gens qui vont gueuler. Ouais, mais... Je plus. Alors, pour ce qui est des questions d'indemnisation, de comment on va indemniser total, tout ça, alors, savoir quand même qu'il y a eu une initiative, qui a fait long feu, mais de l'Équateur, reprise par les Nations Unies, qui était une initiative pour dédommager l'Équateur de ne pas exploiter les réserves pétrolières en dessous du parc Yasuni, qui est un parc avec une très riche biodiversité, au motif que, ok, la biodiversité c'est important pour l'humanité tout entière, mais nous, on est quand même assis sur un tas de dollars, et donc on veut être indemnisé. Alors c'est sûr, quand c'est l'Équateur, c'est un pays quand même qui n'est pas hyper riche, ça passe mieux que quand on dit qu'il faut indemniser total. Mais néanmoins, alors bon, en fait, ça s'est pas fait, ils exploitent le pétrole. Bref, mais c'est quand même des choses sur lesquelles on s'est penché, et c'est bien des problèmes qu'on connaît par cœur en économie, de dilemme. Oui, je suis un peu économiste avant d'être sociologue, j'ai aussi fait un peu... c'est quand même du dilemme social de base. C'est-à-dire que chacun poursuit son intérêt individuel au détriment d'un intérêt collectif, et donc du sien à terme. Mais alors ça, je reprends ma casquette sociologue, parfois, c'est pas seulement les gains et les pertes brutes, c'est les gains et les pertes comparatif par rapport à autrui et à d'autres acteurs. C'est ça qui compte. Donc oui, moi, Arabie Saoudite, de toute manière, les pays qui bloquent au niveau des COP sont les mêmes, hein, c'est des producteurs de fossiles. Enfin, je veux dire, c'est tellement clair que... Et les acteurs qui ont aussi développé le climato-scepticisme et financé des secteurs climato-sceptiques, c'est tout à fait référencé par la littérature. Total a œuvré en la matière, mais avant, Exxon Mobil également, et il y a eu une lettre en 2004 ou 2006, je ne sais plus, de la Royal Academy britannique, c'est pas Greenpeace, hein, c'est la Royal Academy britannique, pour dire au chef d'Exxon Mobil d'arrêter de raconter des falaises. Donc on le sait tout ça, il y a des intérêts quand même majeurs derrière, c'est bien ça qu'il faut gérer. Quand on pense transition juste, il y a un avis de l'ADEME qui vient de sortir sur la transition juste. Si vous voulez creuser le sujet, il est tout à fait accessible en ligne gratuitement, tout ça. L'idée première, c'est bien ça. C'est donc le président des industries, des syndicats des industries de chimie et d'énergie aux États-Unis qui dit « Ok, on fait la transition, mais vous indemnisez mes salariés ». Et puis après, via déclaration de Silésie, etc., c'est passé au vide secteur et territoire, donc à la question des actifs, et des actifs aussi matériels et financiers. Donc, et ça, c'était révolutionnaire à l'époque, parce qu'à l'époque, les syndicats allaient avec le patronat en disant « on ne veut pas de régulation environnementale parce que c'est incompatible avec l'activité ». Donc on s'arc-boute dessus. Non, là il a dit ok, d'accord, on fait la transition. Donc dans transition juste, rappelons qu'il y a quand même transition au premier. Mais après, il y a comment on accompagne les perdants. Il y a des perdants. Il y a des perdants au niveau de l'emploi. Alors, il s'appelait Tony Mazzocchi, monsieur le syndicaliste américain. Il a quand même dit que sur le million d'emplois qui étaient de salariés qui ont perdu leur emploi dans les années 80, il y avait seulement 2000 par an. Il y avait seulement 2000 qui l'étaient pour des questions de régulation environnementale. Donc ça, on le sait aussi. Les pertes d'emploi, c'est quand même l'épaisseur du trait. Maintenant, sur certains territoires, et quand ça vous arrive à vous, c'est important. Par rapport à ce que peut faire l'IA dans l'avenir, perte d'emploi, c'est pas forcément la transition qui fera le plus de dégâts. En revanche, sur les actifs, oui, là, il y a quand même un certain nombre c'est comme l'innovation. On va créer de la valeur et en détruire aussi par ailleurs. Une transition, ça fait ça. Donc là, vous n'étiez pas contente avec votre voiture diesel ou votre voiture thermique, et c'est vrai que les gens vont perdre en valeur de capital. Quand on fait des aides à la réno, on aide à verdir son capital et à engranger une valeur verte. Quand on fait des aides à la décarbonation de l'industrie, on verdit aussi le capital.
Donc, et on limite ces pertes-là. Et les agriculteurs qui n'étaient pas contents du tout là récemment chez nous, mais aussi aux Pays-Bas, c'est pas nécessairement les plus pauvres. C'est aussi ceux qui ont investi pendant des années. Donc c'est bien cette question de perte en capital, matériel et financier qu'il faut arriver à gérer si on ne veut pas d'opposition. Oui, peut-être pour compléter sur votre question, je crois que vous avez mis le doigt sur un gros enjeu, ce qui est que l'innovation permet aussi d'empêcher la dévaluation financière de ces actifs. Aujourd'hui, la transition énergétique est un secteur, c'est transsectoriel, en tout cas c'est effectivement un topic dans lequel il y a beaucoup d'innovation, et l'innovation consiste justement à permettre à ces actifs de se décarboner. Aujourd'hui, si vous dites, moi j'investis que dans des actifs qui sont verts, au sens de la taxonomie, taxo-compatibles, vous allez investir dans 4% d'économie. Vous n'allez pas pour autant, c'est un peu le sens aussi de la déclaration de Patrick Pouyanné, vous n'allez pas pour autant désinvestir dans 96% de l'économie. Sinon, vous avez un vrai problème de financement de l'économie. Mais vous devez essayer d'orienter, c'est tout le sens de la réglementation sur la taxonomie européenne, vous devez essayer d'orienter votre investissement vers des secteurs, non pas des secteurs qui sont déjà durables, 4% simplement, ça c'est l'AMF qui dit, mais vous devez accompagner un certain nombre de secteurs dans la voie de la décarbonation. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'effet contraire, évidemment, induit, ce qu'on appelle la fuite carbone, c'est-à-dire que ces industries qui sont aussi indispensables à la transition énergétique, aujourd'hui vous n'avez pas d'aluminium, vous ne pouvez pas faire de panneaux solaires, vous ne pouvez pas construire un véhicule électrique, vous n'avez pas d'acier, vous ne pouvez pas faire la transition énergétique. Donc la fuite carbone, ça consiste justement pour ces industries à se délocaliser et aller dans des endroits du monde où la réglementation climatique est moins sévère, où le prix de l'énergie est moins élevé, parce que c'est de l'énergie fossile. Donc l'idée, c'est bien plutôt d'essayer de les aider à se décarboner. Si vous supprimez les réseaux de gaz en Hollande et que les gens ne se chauffent plus au gaz, mais à l'électricité, sauf que cette électricité, elle est produite par des centrales à gaz, d'accord, du point de vue de la transition énergétique, vous n'avez rien fait. C'est pour ça que le vrai sujet qui compte, c'est quoi mon mix énergétique, c'est quoi le mix qui produit de l'électricité, le mix qui produit de l'électricité pour être décarboné. Je crois que c'était aussi le sens de votre question initiale, ça passe par des investissements, alors qui peuvent être de moyen terme, mais qui sont essentiellement de long terme. Construire un parc de PR2, ça se fera sans doute pas à l'horizon de 10 ans. Donc je pense qu'on voit dans votre question toute la complexité des sujets qu'il faut agencer pour répondre à une question qui en apparence est une question simple. Eric, tu voulais poser une question ? Oui, je voudrais revenir sur le sujet du jour qui était le comportement des ménages. Parce que je montre que vos interventions ont bien montré, notamment celle de Sébastien Delpont et celle de Solange Martin, que les ménages ont des motivations complexes et qui sont divers, etc. Et donc, comment vous... Évidemment, les politiques publiques essayent de les anticiper. Daniel l'a aussi montré. Mais le problème, en fait, me semble-t-il, c'est qu'il y a des réactions inattendues parce que ces politiques publiques sont tellement complexes, elles mélangent l'organisation de l'offre, des contraintes sur la demande, des incitations, etc. etc. Et donc, effectivement, on a du mal à faire le modèle d'équilibre général de Daniel et à savoir, en fait, ce que ça va donner comme résultat. Donc en fait, on ne peut le faire que lorsqu'elles sont mises en œuvre, on voit comment les gens s'adaptent, et on voit que effectivement le problème, c'est que les gens coincent sur la manière de faire de la cuisine sur les plaques de cuisson, ce que probablement personne n'avait anticipé, ce qu'aucune enquête d'opinion ne pouvait voir, etc., etc. Et donc effectivement, du coup la question c'est comment en fait, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion sur la manière de mener les politiques publiques, de les réformer au cours du temps, sur les structures de gouvernance dont on doit se doter pour que, en fait, on ait des politiques agiles, c'est une façon de le dire, mais on peut utiliser d'autres termes à la mode. Je pense qu'effectivement, comme dans beaucoup de recettes, elles ne sont pas mono-ingrédients. Je veux dire, la farine en tant que telle, c'est un peu manger de la farine. Bon, alors qu'effectivement, du pain, voilà, avec un dosage de sel, d'eau, de farine. Et donc, il y a le sujet, voilà, c'est qu'aujourd'hui, ce monde, c'est différentes choses à traiter.
effectivement de l'innovation juridique, de l'innovation technique, de l'innovation sociale, de l'innovation financière. Et la question, c'est qu'il faut arriver à ce dosage, parce qu'au bout de cette transition, effectivement, quand on arrive à trouver le dosage, tous les dosages ne sont pas excellents. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est s'autoriser à se dire, on ne va pas se priver d'un ingrédient. On ne va pas dire non, on se moque du social, c'est que du technique. Non, c'est une hérésie. Après, la question, c'est quelle est la part et le dosage. Et je pense qu'il faut oser effectivement, voilà, c'est aussi des choses qui se lancent, c'est oser affronter, attaquer les sujets difficiles. Mais il y a un moment, effectivement, il faut se garder une capacité d'ajustement, mais sans renoncer au bon point. Effectivement, de toute façon, il faut qu'on ait des grandes, voilà, et c'est articuler ces politiques court terme, moyen terme, long terme, avec ces petites choses de la sobriété, en tout cas, dans l'impact. Donc, vous voyez, Max, selon les sociétés, disait 1% à ces sujets. Et puis, je pense qu'effectivement, il faut accepter le fait que quand on a des périodes de grands changements, il y a un ajustement humain, et avoir la lucidité de se dire qu'on ne sera pas parfait du premier coup, mais pas parfait du premier coup, ça ne veut pas non plus dire virage en 180 degrés au milieu du sujet. Et on voit bien aujourd'hui, typiquement, sur les aides à la rénovation, que sachant que le trauma, c'est un enfer. Et donc, la question, c'est comment on ajuste ces sujets, où il y a quand même des signes forts et des ajustements marginaux, avec quand même des caps un peu clairs sur ces questions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a l'humain, c'est normal, il faudra de l'ajustement. Mais effectivement, c'est pas le déni et l'oubli qui va chercher ça. Alors, moi, je me demande si c'est pas une manière, en fait, d'appliquer des politiques publiques à travers de l'expérimentation. Au fur, la manière, en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut expérimenter de manière graduelle ou territoriale en France? Ça, c'est une autre question. Mais ça permettra au moins d'évaluer l'efficacité de la politique tout en gardant d'autres KPIs en tête pour pouvoir savoir si on va bien dans la direction où on va et où on veut, et s'il y a d'autres choses qui apparaissent au fur et à mesure. Donc je pense que c'est là où l'économie comme telle peut juste contribuer à savoir si on s'adresse vraiment à là où on veut. Je vais vous faire deux types de réponses différentes. Une enquête d'opinion, on l'aura peut-être pas vue, mais des focus group ou des entretiens qualitatifs l'auraient certainement vu. C'est-à-dire que vous mettez des gens en disant, bon, alors projetez-vous dans un futur où vous avez plus le gaz. Je suis sûre qu'il y aurait quelqu'un qui a, mais alors ma cuisinière du coup. Parce que tout le monde sait bien qu'effectivement le gaz, ça va super vite. Alors que ça on le sait, enfin ceux qui cuisinent. Moi j'ai pas qu'un Donc voilà, ça aurait pu sortir. Autre exemple de ce type-là, on s'est aperçu donc en Angleterre que ce qui freinait les politiques de rénovation, c'était parfois non pas la question financière, mais la question pratique. C'est-à-dire où je mets mon bazar quand on fait une rénovation par l'intérieur. Et donc d'offrir une aide technique au déménagement de ces choses et au stockage de ces meubles à faire, etc., a été déterminante pour le passage à l'action d'un certain nombre de ménages, notamment quand vous êtes aussi dans des petits appartements et âgés et pas capables de faire tout ça tout seul. Donc ça, comment on voit tout ça? Eh bien, on va demander aux gens. C'est-à-dire que les gens, c'est pénible un peu parce qu'ils sont complexes, mais en même temps, ils ont quand même l'avantage, c'est qu'ils parlent. Et ils sont assez souvent capables d'expliquer pourquoi ils font les choses, ils sont capables de se projeter. Alors des fois, on sait bien des fois on peut être de mauvaise foi, des fois on peut être ignorant même des choses nous concernant nous-mêmes, mais quand même globalement ça marche pas mal. Mais il faut aller au-delà de l'enquête d'opinion, il faut aller envoyer des gens, poser des gens, c'était des sociologues, des cabinets de sociaux qui font ça très bien. Pour ce qui est de comment on adapte les politiques publiques, contrairement aux pays anglo-saxons, j'ai cru comprendre que chez nous, on avait une culture de l'évaluation qui était un peu en deçà de ce qui se pratique ailleurs. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut œuvrer. Mais ça veut dire que là, on rejoint les problématiques de sociologie des organisations et de comment on organise les carrières des gens et le droit à l'erreur, parce que l'expérimentation, ça ne vaut que si on a un droit à l'erreur. C'est-à-dire que se tromper n'est pas grave. C'est ne pas apprendre qui est grave. Donc ça change aussi un certain nombre de choses. Et après, c'est des problématiques aussi de RH au sein de la fonction publique. Oui, une autre truc. Et micro-mot en attendant la question. Oui. Ce que j'ai entendu des gens dire sur la rénovation, c'est que la transition, c'est un métier de vétérinaire.
C'est un métier où, en gros, il faut traiter un objet, en tout cas sur les questions de bâtiment, par exemple, un objet qui ne parle pas, il faut ménager le propriétaire. Comme avec son chien, on doit traiter la santé du chien. Et en fait, c'est plutôt les émotions du propriétaire qu'il faut traiter. Il y aura une chose complète. Justement, devenons vétérinaires. Une dernière question. Oui, Ouais. pardon. C'était pour poursuivre sur la rénovation. Il me semble que les chiffres de 2023 montrent que le marché de la pompe à chaleur est en baisse pour la première fois depuis quelques années, même pas qu'en France, mais dans d'autres pays européens aussi. Et malgré les efforts d'incitation financière, les efforts de communication, de l'ADEME notamment. Et donc, comment on explique cette chute du marché? Est-ce qu'on est arrivé à un plafond de consommateurs qui voulaient bien mettre des packs? Est-ce que c'est trop compliqué pour avoir des aides? Ça marche pas bien. C'est ce qui explique. On est un sujet où il n'y a pas de politique long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année, on va revoir c'est pertinent, c'est pas pertinent, il y a des aides, il n'y a pas des aides, dans un parcours qui est focus sur une des dimensions. On ne résout pas le problème de la précarité énergétique de la rénovation avec juste ce sujet. C'est-à-dire qu'on doit isoler les façades, isoler les toitures et changer les systèmes énergétiques. Quand on a une politique, un grand plan col roulé, un grand plan pompe à chaleur, un grand plan fenêtre sans cohérence d'ensemble et globale, on arrive à des soubresauts sur les questions. Donc le sujet, c'est oui, il y a des phénomènes, et le problème de vagues de rénovation, des vagues, c'est que les vagues, ça a des hauts et ça a des creux. C'est pas quelque chose de linéaire dans la façon dont on organise. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de questions de planification énergétique. Force est de constater qu'elle n'est pas encore dans les actes, et notamment dans les trajectoires de financement ou des industriels ou des ménages, parce qu'effectivement, on est encore à 2 ans, 3 mois, ça va changer. Donc la capacité des ménages à se projeter, à avoir des marchés disciplinés et stables, alors que toutes les incitations sont complètement « Ah non, cette année, c'est un grand plan thermostat. » Et puis le reste, on laisse tomber. Et puis l'année prochaine, ça sera un grand plan isolation des coûts. Non, il faut arrêter les micro-incitations, un micro-geste à la petite semaine pour se projeter sur une trajectoire long terme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des politiques publiques relativement hétérogènes, immatures, qui ont des conséquences sur le marché, où on va aller chercher à court terme la micro-innovation qui a le meilleur coût-bénéfice dans le merit order, sans se préoccuper de est-ce que ça nous aide vraiment à atteindre notre trajectoire long terme. Donc oui, aujourd'hui, elles sont très perfectibles, et pas du tout, ces politiques de soutien à l'innovation. Après, il ne faut pas jeter des choses, il y a des choses qui démarrent, l'humilité de se dire que c'est des objets complexes, mais c'est pas du fait que non, ça marche pas. Bien oui, c'est miracle. Il n'y a pas de solution magique et miracle. On a un monde complexe qui va transitionner avec une foule de sujets complexes. Il va falloir ajuster la machine. Et c'est pas parce qu'on a raté une fois la recette de la pizza qu'on dit que je ne cuis plus jamais de pizza de ma vie. Je tâterai une recette différente, j'ajusterai la cuisson différemment. J'ai pas arrêté de manger parce qu'une fois j'ai raté une pizza, quoi. Donc c'est le sujet qu'on a aussi avec les pompes à chaleur. Il y aura peut-être des initiatives à travailler, à ajuster. Et il y a vraiment ce besoin d'ajuster au fil de l'eau, ces politiques publiques qui est Merci, merci à tous. On a dépassé très légèrement. On a dépassé très légèrement notre horaire. Merci à tous. Je remercie donc en votre nom nos 3 intervenants et vraiment, je souligne la qualité de leur intervention et le côté, la passion qu'ils ont mise à nous faire partager ces analyses très importantes pour le centre de nos réflexions sur ces recherches. Donc merci beaucoup à Christine, merci aux intervenants pour ce débat passionnant. Il y en aura d'autres évidemment, on n'a pas épuisé le sujet ce matin. La semaine dernière on parlait d'économie circulaire et les prochains événements de la chaire, on va laisser passer les JO, puisque comme on ne peut plus circuler, de toute façon, c'est plus la peine d'organiser quoi que ce soit sauf en ligne. Donc ça sera, j'espère, ça sera la fin des JO. Je ne sais pas si on sera encore dans les. Enfin bon, bref. Le prochain événement, ce sera le 12 septembre, où on travaillera sur les questions de développement des écosystèmes de partage de données en Europe. Une conférence co-organisée avec GaiaX, le GaiaX Institute, à l'image de celle qu'on avait déjà organisée l'année dernière. Et puis le 19 septembre, on fêtera les 10 ans du Club des régulateurs qui est associé à la chaire, et on évoquera le millefeuille administratif qui est créé par l'articulation de l'ensemble des régulateurs pour mener de plus en plus les politiques publiques, que ce soit au niveau national où il y a plusieurs régulateurs sectoriels qui se coordonnent, ou au niveau
européen où on a des régulateurs nationaux et qui se coordonnent au niveau européen, et aussi, le cas échéant, avec un régulateur européen de type Commission européenne, etc. Donc on évoquera ces questions-là, justement sur la question de la conduite et de l'efficacité des politiques publiques. Merci à vous, et puis bel été et bon JO et bons embarras de Paris.